Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter en 15 minutes, on aura un temps d'échange, l'initiative Terre de Liens, qui est née il y a une quinzaine d'années en France. Et je vais vous expliquer pourquoi cette initiative est née pour accéder collectivement et solidairement au foncier. Quelques mots sur la situation foncière en France. Des difficultés croissantes pour les jeunes agriculteurs pour trouver des terres libres, c'est-à-dire non occupées. Une spéculation foncière de plus en plus importante, plus forte, les prix augmentent. Il faut toutefois rajouter que par rapport à d'autres pays européens, surtout d'Europe du Nord, ça reste des prix assez bas. 5, 6, 7 000 euros et même en deçà dans certaines régions. Nous avons aussi un organe de régulation des prix du foncier qui est organisé par la SAFER. C'est une organisation semi-étatique, semi-publique qui intervient sur les marchés des terres. Il y a une demande croissante aussi pour des personnes non issues du milieu agricole. Comme on vient de l'entendre en Suisse, il y a beaucoup de néo-ruraux. Moi-même, j'étais néo-rural. Je n'avais pas de parents qui avaient des terres, donc il y a une très forte demande. C'est près de la moitié des installations maintenant, selon les régions qui sont hors cadre familial. Nous voulions aussi, à travers cette initiative, favoriser le développement de l'agriculture biologique. Ça, c'est simplement un champ de carottes pour symboliser ça. Une des questions principales qui se posent, c'est comment, lorsqu'on est jeune, c'est le cas de ce jeune homme à droite qui vient de faire sa formation biodynamique pendant 2 ans, qui a obtenu son diplôme pour s'installer, n'a pas de terre, il rencontre un agriculteur qui est déjà installé, c'est dans les Vosges, on voit les vaches vosgiennes. Il n'avait pas les moyens d'acheter cette ferme familiale, et donc Terre de Liens est intervenue pour permettre à ce jeune d'accéder à la terre sans avoir besoin de s'endetter pour le rachat des terres familiales. Donc face à cette situation, problème d'accès à la terre, spéculation des prix, difficulté pour les jeunes de s'installer, comment on peut imaginer des initiatives, des alternatives à long terme pour les sortir de la spéculation? C'était notre idée de départ, sortir les terres définitivement, si c'est possible, de la spéculation, en les rachetant une fois pour toutes, pour ne plus jamais les revendre. L'avenir nous dira si ça fonctionne. Donc ça permet l'installation en particulier de jeunes agriculteurs. Ça permet de favoriser de manière durable dans le temps, au-delà des générations, le développement de l'agriculture biologique et biodynamique et paysanne. Et ça crée des dynamiques solidaires et citoyennes et écologiques d'un tout nouvel ordre. Parce que jusqu'à présent, jamais la société civile ne s'est mêlée de ce qui se passait sur une ferme. Jusqu'à là, c'est le rapport entre le propriétaire et le fermier qui établit une convention. Là, la société civile veut maintenant intervenir, pas de manière directive, mais faire des propositions de gestion citoyenne. Donc en 2003, je passe très vite dessus, vous verrez tout ça sur le PowerPoint qui vous sera transféré. L'association est née entre l'éducation populaire, la finance solidaire, l'agriculture biologique et biodynamique, la protection de l'environnement, et c'est une initiative heureuse de ce point de vue-là, parce qu'en France, nous avons tendance à être très gaulois, très individualistes, et le fait que des mouvements qui d'ordinaire n'ont pas travaillé ensemble se sont fédérés, ça a permis de créer Terre de Liens. Donc, je passe vite dessus. Donc cette association, elle veut favoriser l'installation et le maintien de lieux agricoles, soutenir les projets qui vivifient les sols, respectent les paysages, les écosystèmes et maintenir des fermes existantes. D'autres buts, c'est encourager des dynamiques collectives et solidaires en milieu rural et périurbain. Je rappelle que la France est le pays européen le plus important en production agricole aujourd'hui encore. Là, je passe un peu vite dessus parce qu'il y a tout un aspect aussi de favoriser le débat public, faire du plaidoyer public, arriver jusque dans l'hémicycle, à pouvoir faire passer des amendements, ce qui nous a réussi par deux fois grâce au pôle Finansol. Nous avons réussi à faire du lobbying pour faire passer des lois qui favorisent l'investissement solidaire en agriculture. Mais nous nous étions dit qu'il faut d'abord faire des preuves sur le terrain pour être crédible ensuite dans le débat public. Alors aujourd'hui, l'articulation du mouvement Terre de Liens, c'est cette association dont je viens de parler, qui a plein d'associations dans les régions. Il y a 19 régions en France. Nous avons un outil d'investissement solidaire qui s'appelle la Foncière Terre de Liens,
qui est une société en commandite par action, j'en dirai un peu plus tout à l'heure. Et nous avons réussi à obtenir la reconnaissance d'utilité publique, ce qui est très difficile en France de créer une fondation reconnue d'utilité publique. Et en bas, nous avons les porteurs de projets qui peuvent être des individus ou des personnes morales type GAEC, groupement agricole ou association. Une des particularités de Terre de Liens, c'est que nous avons fait du lobbying pour obtenir le droit de prescrire un bail rural environnemental. Et ça, c'est un décret de 2009 qui autorise certains prescripteurs à rajouter dans le bail normal des clauses dites environnementales. Et la première règle que nous avons, c'est le respect du cahier des charges de l'agriculture biologique et la certification AB qui est obligatoire sur l'ensemble des fermes. Alors voilà quelques exemples des clauses possibles pour mettre dans ce bail. Le non-retournement des prairies, par exemple, si c'est une zone à risque. La création, le maintien, les modalités de gestion des surfaces en herbe. Limitation, interdiction des apports en fertilisants. Bien sûr, nous, c'est interdiction. Mais cette loi permet aussi à des zones de captage d'eau, par exemple, de prescrire de tels baux. La diversité de l'assolement, etc. Toutes ces mesures qui sont en fait des mesures de bon sens de protection de l'environnement. Alors, le bail rural, ça se pratique par des tours de plaine, on appelle ça, on va dans les fermes, on invite les citoyens qui participent à l'achat d'une ferme, on fait le tour, l'inventaire de la flore, de la faune, et tout ça c'est consigné dans le bail, d'avoir l'inventaire des plantes qui poussent à un moment donné sur le lieu. On essaie de faire une analyse de sol aussi pour dire, voilà, quand tu prends cette ferme à bail, voilà l'état du lieu, l'état du sol, pour vérifier si ce que nous disons dans notre communication, à savoir que nous préservons ces terres pour l'agriculture biologique dans le long terme, eh bien, il faut pouvoir le prouver jusqu'à un certain point. Donc là, on voit une ferme que nous avions rachetée qui était complètement dans un état d'agriculture intensive, donc en voie de désertification. Et ça, c'est ce que nous voulons éviter par ces clauses environnementales, c'est que ça, ce ne soit pas possible, qu'un fermier reste 20 ans, ne fasse que des céréales, et on retrouve le sol après. Il devrait être minoré dans sa valeur. Or, aujourd'hui, il n'y a aucune régulation des prix quand une terre est dévalorisée au niveau de la matière organique et de la vie du sol. Là, c'est une photo qui symbolise simplement le moment où le propriétaire que je représente là sur la photo et le fermier qui reçoit le bail, on lui confie une motte de terre pour lui dire « Prends soin de cette terre que tu vas travailler pendant 10 ans, 20 ans ». Et tous les citoyens autour qui ont apporté de l'argent pour ce projet sont contents que tu deviennes paysan et occupe-toi bien de cette terre. Alors, la Foncière Terre de Liens est une société en commandite par action, ce que j'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a 14 000 actionnaires. Je crois qu'on arrive plutôt à 15 000 actionnaires aujourd'hui. On touche les 65 millions d'euros de capital, ce qui est bien au-delà de ce que nous imaginions et espérions il y a 10 ans. Donc les souscriptions arrivent tous les jours et c'est vraiment très réjouissant. Il y a des avantages fiscaux pour ceux qui souscrivent des actions. Le chiffre de 3500 hectares est bien sûr aussi évolutif. La semaine dernière, nous avons dit oui pour 6 nouveaux projets, donc ça ramène tout de suite de nouveau quelques dizaines d'hectares en plus, et 360 personnes qui travaillent sur ces fermes. Ça veut dire que ce ne sont pas que des fermes avec une personne ou une famille, mais souvent ce sont aussi des collectifs. Ça, c'est simplement les chiffres qu'on aime bien montrer, comment la collecte augmente tous les ans et aussi le nombre d'actionnaires. Ça, c'est le nombre de fermes achetées par an. Donc vous voyez, quand on a démarré, on a commencé à acheter 3 fermes, puis 8 fermes, et on a eu un pic à un moment donné où on a acheté 25 fermes une année, ce qui était énorme. Et il faut dire qu'au début, nous achetions dans l'enthousiasme. Aujourd'hui, on est beaucoup plus réservé, plus prudent, on analyse mieux les projets avant d'acheter les fermes, parce qu'on n'achète pas une ferme comme une paire de chaussures, on achète une ferme pour ne plus jamais la revendre, donc il faut vraiment bien l'évaluer. Et notre objectif, c'est un peu d'avoir des domaines agricoles complets, c'est-à-dire où on trouve du maraîchage, de l'élevage, des cultures, de l'arboriculture, des forêts, beaucoup de haies aussi. Ça, c'est la ferme où j'habite en Bourgogne. Disons, quand on peut acquérir des domaines plus importants, ça permet d'imaginer quelque chose à beaucoup plus long terme que 2 hectares qui sont simplement en territoire périurbain.
En 2013, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons réussi à créer une fondation reconnue d'utilité publique. Elle reçoit des dons, des legs, des donations. Elle préserve les terres en les retirant définitivement du marché. Aujourd'hui, il y a une dizaine de fermes qui ont déjà été données par des propriétaires et plusieurs milliers de donateurs réguliers ou qui donnent une fois sont aussi déjà rassemblés. Là, c'est deux, trois exemples pour illustrer ce que nous faisons. Là, c'est un village dans les Cévennes qui était abandonné, qui a été squatté par des jeunes qui étaient en occupation illégale de ces maisons. Les héritiers étaient un peu perdus dans la nature et ils se sont finalement manifestés. On fait des procès pour évacuer les jeunes squatteurs qui avaient commencé à retaper des maisons, à faire un peu d'agriculture. Et ça devenait trop risqué pour eux maintenant de poursuivre le squat. Et nous avons décidé d'acheter, pas tout le hameau, mais presque tout le hameau, pour permettre aux jeunes de poursuivre leur activité. Donc ça, c'est des belles histoires qui font un peu rêver quand on imagine une zone complètement perdue dans les Cévennes. Après, la réalité quotidienne est bien sûr plus âpre et plus difficile. Mais le fait que cette ferme ait été reprise à ce petit hameau, ça permet de nettoyer de nouveau le terrain, d'éviter les incendies. L'école du village a pu se maintenir, un petit commerce, puisqu'il y a 7 familles qui habitent là, ou qui habitaient la dernière fois que j'ai visité. Une autre initiative réjouissante, c'est ce groupe de jeunes étudiants qui se sont connus en école d'ingénieurs et qui ont dit on va faire une ferme ensemble, on va changer le monde. Et donc ils ont cherché des terres, ils ont trouvé une très belle ferme dans le Limousin où vivait une famille. Et aujourd'hui, après 4 années d'installation, de 11 porteurs de projets, on a des activités extrêmement variées. Ça va de la boulangerie, le maraîchage, le fromage de chèvre. Il y a de la bière, bien sûr. Dans les collectifs, il y a toujours de la bière. Ça fait partie des projets. Et on leur souhaite longue vie. Bien sûr, ça peut évoluer. Des gens peuvent partir, d'autres peuvent revenir ou s'installer à leur place. Mais et tous sont des néo-ruraux. Ça, c'est une illustration de ce qui est possible avec des néo-ruraux. Voilà, ça c'est l'image que je veux montrer à la fin et je dirai encore quelques mots. C'est une carte de France qui montre que sur presque toutes les régions, à part quelques régions où c'est plus difficile d'accéder à la terre, là où il y a beaucoup de pression des céréaliers, entre autres, il y a un lobby des céréaliers en France. On parlait des subventions hier dans un groupe de travail. Il faut savoir qu'en France, très longtemps, 80% des subventions allaient à 20% des agriculteurs. Et les 20% restants à 80% des autres agriculteurs. Et ça explique qu'il y a des zones où il y a une domination, on va dire, de certaines professions, et les céréaliers en particulier. Et c'est beaucoup plus difficile d'acquérir des terres dans ces régions. Mais petit à petit, nous plantons des petits points d'acupuncture. Alors les surfaces sont exagérées, bien sûr, mais c'est pour montrer qu'on espère que ces points de citoyens sont comme des germes de guérison aussi par rapport à quelque chose qui est très dramatique. Il y a 2 ans, par exemple, une compagnie chinoise est entrée dans le capital d'une société ici dans le Cher, et en une opération, ils ont acheté autant de terres que nous en 10 ans, simplement parce qu'ils ont du capital. Et donc on voit une inégalité dans le pouvoir, c'est un peu David contre Goliath. Alors l'État essaye maintenant de réguler un petit peu cette possibilité d'investisseurs étrangers de rentrer dans des sociétés, parce que s'ils avaient acheté en direct, ça n'aurait pas été possible. Mais le fait d'être rentré dans une société, ni la SAFER, ni aucune instance ne peut intervenir. Mais la loi est en train d'évoluer parce que nous avons senti qu'il y avait un vrai problème à ce niveau-là. Alors pour conclure, on me montre que j'ai encore 1 minute. Simplement, retenez qu'il y a des initiatives citoyennes qui se mettent en place un peu partout en Europe. Nous avons créé une plateforme qui s'appelle accesstoland.eu, Europe, sur laquelle vous trouverez toutes les initiatives dans d'autres pays d'Europe qui essayent d'aller dans le même sens, de libérer la terre. On voit que les lois ne sont pas les mêmes selon les pays, mais au fond, chacun doit trouver dans sa région quelle est la faille juridique pour trouver les idées que nous voulons mettre en pratique. Voilà. Une question en français, donc ça doit...
Voilà. Je voulais savoir comment ça se passait pour la transmission d'un projet comme ça, si des gens partent du projet, comment ça se passe. Parce que là, c'était dans les néo-ruraux, s'ils sont 11 et qu'ils se retrouvent à 10 ou moins, comment ça se passe pour la transmission. Et je voulais aussi savoir, en termes de subventions agricoles, des choses comme ça, comment ça se passe, si c'est un collectif ou si c'est pas une personne qui reçoit, ou comment ça se passe. J'aimerais juste avoir des infos là-dessus. Alors, pour répondre à la première question, c'est très simple. Toutes les personnes qui prennent un bail sont des fermiers comme tous les fermiers en France. Il faut savoir que plus de la moitié des surfaces agricoles en France sont en fermage, ne sont pas en propriété, surtout dans les zones céréalières. Donc le statut du fermage reste un statut fort, qui est très protégé par la loi, bien encadré. C'est un bail de 9 ans minimum. Donc les 11 ont tous un bail individuel. S'ils s'en vont, le bail s'annule avec notre accord. Et si un nouvel arrivant arrive, il ne s'installe pas comme ça, on lui refait un bail pour son activité. Et la deuxième question, c'était sur les subventions. Eh bien, c'est pareil. L'éleveur qui fait des vaches, il va avoir des subventions pour son troupeau, ses surfaces en herbe, etc. Donc, elles sont aussi conditionnées à l'activité. On a 2 cas de fermes, dont ce collectif que je vous ai montré dans les Cévennes, où c'est une association loi 1901 qui loue, mais nous préférons avoir des baux directs parce que c'est plus facile pour nous aussi de savoir qui vient. Sinon, les gens passent et on ne sait pas qui est sur le lieu. Il faut qu'ils adhèrent à chaque fois à la charte de terre de liens, au bail rural, ils doivent le signer, puisque nous voulons que ce bail soit opposable. Si on met toutes ces clauses environnementales, interdit d'arracher des haies, de couper des arbres, de mettre des produits chimiques, si un fermier le fait, nous avons l'outil juridique pour aller au tribunal des baux ruraux pour l'opposer et éventuellement demander à quelqu'un de partir. Voilà. C'est arrivé une fois, pas pour des raisons d'emploi de produits chimiques, mais pour mauvaise gestion. La personne avait des grosses difficultés personnelles, elle ne s'occupait plus de la ferme, les moutons couraient sur la route et il fallait absolument casser le bail. Non, je le fais en français, comme ça on ne change pas. Alors, très bien, c'est très intéressant. Ma question, c'est la propriété. Vous achetez les propriétés, puis vous les donnez en bail, donc la propriété reste de l'association. Oui, toujours. Et en France, c'est possible qu'une association peut acquérir... Oui. Parce que ça va être à long terme, ça. Oui. C'est un peu notre utopie, c'est que cette société en commandite par action et la fondation, qui sont 2 modes très différents, argent de don et argent comme du prêt, si on veut, permettent d'acheter de manière illimitée. C'est-à-dire nous n'avons pas de limite, nous ne nous fixons pas 1000 fermes ou 10 000 fermes. Ce qui va se passer, ce seront des difficultés de gestion qui commencent maintenant déjà, et on va sans doute faire des régionalisations avec des antennes qui vont gérer. Parce que le plus difficile, j'en parlais hier avec Titus, qui va parler juste après, nous achetons des terres mais aussi des bâtiments. Et la gestion du bâtiment est extrêmement chronophage, compliquée, il faut faire des travaux. Et ça nous plombe beaucoup dans notre budget aussi, la manière de gérer le bâtiment. Mais l'idée, c'est de grandir et c'est légal d'acheter beaucoup de fermes. Mais entre-temps, nous sommes devenus le plus gros propriétaire foncier éclaté. C'est-à-dire, on a plein de petites fermes. Il y a d'autres gros propriétaires, des gens issus de la noblesse encore, où le prince de Monaco a beaucoup de terres. Mais c'est des gros morceaux. Nous avons un éclatement sur tout le territoire et ça, c'est très spécifique à Terre de Liens. Die Frage mit dem Pacht. Deutsch. Ja, passt das? Und zwar das Beispiel mit dem Pachtvertrag, der die ökologische Form der Nutzung sozusagen mit festschreibt. Musste das gesetzlich passieren? Oder ist das eine Entscheidung gewesen, die Pachtverträge so zu machen? Vielleicht habe ich es noch nicht verstanden. Donc les clauses environnementales, c'est un décret ministériel qui a été amené en 2009 sous la pression de différents acteurs comme le WWF, la Fondation pour la Terre et l'Homme et Terre de Liens. Et nous avons réussi donc à faire passer cet amendement une nuit
au Parlement lorsqu'il y avait peu de députés et qu'on avait heureusement 2-3 complices de députés élus verts qui ont vraiment voulu faire passer cet amendement. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est tout à fait accepté. Donc c'est une volonté que nous avions. Sinon, comment prouver que les fermes sont vraiment en agriculture biologique? Il fallait le mettre dans la loi. Oui, moi je voulais, en français, donc ouais. Je voulais juste apporter peut-être un complément au sujet de la responsabilité des élus locaux sur les questions de spéculation foncière en France. Tu as dit qu'en fait, il y a des situations très très inégales. Moi, je vis dans une région dans le sud de la France où en fait l'industrie principale, on va dire, c'est le soleil, puisque c'est finalement le débouché pour toute l'Europe de venir bronzer sur nos plages. Ce qui amène que sur des communes littorales en Provence, on a des prix de terre agricole de l'ordre de 100 000 euros l'hectare. Il n'y a aucune, ou plus, ça peut arriver sur des petits morceaux. Il n'y a aucune production agricole qui permet de rentabiliser un tel prix d'achat si on introduit ça dans le capital. Et donc là, il y a eu une loi en 2004 sur les zones agricoles protégées. Et c'est les élus locaux qui peuvent la mettre en route, mais ils refusaient de le faire parce que sur les petites communes rurales, où très souvent la terre est devenue un objet de spéculation, et ça n'a plus rien à voir avec l'activité agricole, ça a à voir avec la capacité de constructibilité, c'est-à-dire que les terres agricoles étaient utilisées comme réservoir foncier pour faire du bâti et de l'étalement urbain. Alors en plus de la disparition des terres agricoles, ça induit chez nous, en termes de paysage, il n'y a plus de centre-ville, quoi, je veux dire, et effectivement il y a un étalement urbain énorme. Donc sur la commune où j'étais élu, on a été élu en 2008, on a été la première commune à mettre en place, à utiliser cette loi de 2004 sur la zone agricole protégée. C'est un classement qui dit simplement que sur ces terres agricoles, nous on a mis les 1100 hectares de terres agricoles de la commune, l'ensemble du foncier agricole, on l'a mis en zone agricole protégée, et ça dit simplement que plus jamais ça pourra revenir à la constructibilité. Ça restera agricole. Et en fait, les maires autour nous ont observé, parce que normalement, on s'est représenté en 2014, logiquement, on aurait dû perdre les élections. Et en fait, on a été suivi par la population, on a été réélu assez confortablement. Et aujourd'hui, on peut installer sur la commune de la Roquebrune où je vis, parce que d'un coup, on a brisé la bulle spéculative immobilière, et le marché foncier est actif, mais il est uniquement entre les paysans et les agriculteurs, et plus du tout lié aux agences immobilières ou aux notaires qui achetaient ça pour faire du constructible. Et du coup, ça a un effet entraînant, puisque on sait maintenant qu'il y a d'autres communes dans la région qui mettent en place. Et donc, on a un marché foncier régulé par la loi, parce qu'effectivement, il y a un risque sinon que ça continue à augmenter. Voilà, c'était juste un témoignage. Juste une courte réaction là-dessus, un complément, c'est que nous avons fait une opération hors de prix, justement à Aubagne, à côté de Marseille, et nous avons fait cette opération avec des terres à plus de 100 000 euros, c'était une toute petite surface. Il y avait un enjeu très fort politique, c'est-à-dire empêcher l'installation d'une grande surface pour faire des parkings. Et puis nous avons dit, si la collecte d'épargne se fait localement, c'est-à-dire que la population locale d'Aubagne veut vraiment préserver ses terres, alors qu'ils collectent l'argent. Et ils ont réussi à le faire. Donc, mais c'est pas à refaire. Mais on s'est dit, plus jamais ces terres ne seront revendues encore une fois à ce prix-là. Italiano. Ok. Prima di tutto vi chiederemo un incontro, venite a trovarci i nostri ospiti perché nel 2010 abbiamo creato una fondazione come Iris con tutti i soggetti pubblici del nostro territorio, compresa l'università. E l'obiettivo è un po' quello di Terre de Liens. Faccio però due domande tecniche. Volevo capire se
Ok? E 2 domande tecniche. Volevo sapere se Terre de Liens è riconosciuta pubblica, privata o mista come associazione e se lo statuto di Terre de Liens prevede solo di essere un contenitore patrimoniale e non può gestire mai direttamente le attività. Sur la première question, donc je viens volontiers en Italie, parce que je suis déjà venu à Milano pour faire un début de travail à l'université de Bocconi. Et donc je commence par la deuxième question. Nous sommes un peu un réservoir ou une fondation ou un organisme de préservation des terres agricoles. Il existe des organisations de préservation du littoral, de zones naturelles, mais là, préserver des zones agricoles, c'est une idée nouvelle. Pourquoi il faudrait les préserver? Eh bien parce qu'elles sont menacées. Donc là, on a un vrai statut de reconnaissance d'utilité publique. Et l'autre question, donc la première, est-ce que nous sommes à la fois public-privé? Non, l'association 1901, c'est une association commune, hein, de toute association. C'est un statut très régulier, mais nous travaillons avec des élus, avec des communautés de communes, avec des conseils régionaux qui nous ont, dans plusieurs opérations, versé une subvention de 50 000 euros, 80 000 euros, pour que nous puissions acheter des terres. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas le droit d'acheter des terres, les conseils régionaux. Et donc, comme ils ont une réserve foncière et qu'ils ont un intérêt de protection de paysages ou de préservation de l'eau, ils nous ont versé des subventions. Donc, ce travail public-privé, nous essayons de le faire, mais nous sommes une organisation citoyenne, vraiment. Hein. Merci beaucoup. Dann würden wir weiterfahren mit der nächsten Präsentation.